Bonjour et merci pour l'introduction, Santi. Donc, avec la contribution de Amir Kadir, nous allons présenter la qualité de l'environnement intérieur et son impact sur la santé respiratoire. Notre environnement intérieur, mais surtout la qualité de l'air que nous respirons à l'intérieur des bâtiments, est un élément central pour notre bien-être, mais aussi pour notre santé. C'est d'autant plus crucial pour les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques, comme vous le savez, qui sont particulièrement sensibles à toutes les variations de la qualité de l'air. Et ce sera le cœur de la présentation aujourd'hui, la qualité de l'environnement intérieur et son impact sur la santé respiratoire. Nous passons environ 90% de notre temps à l'intérieur, que ce soit chez nous, dans nos bureaux, dans les lieux publics. Ça signifie qu'une mauvaise qualité de l'air intérieur, une mauvaise QAI, comme on l'appelle, peut avoir un impact direct et important sur notre santé. Cette QAI peut même avoir plus d'impact qu'une mauvaise qualité de l'air extérieur. Dans le fond, si on est 90% à l'intérieur, c'est qu'on est 10% plus ou moins à l'extérieur. Ou si vous préférez, on appelle ça aussi la pollution atmosphérique. Mais déjà, pour ce qui est de la pollution atmosphérique, une étude Maple a révélé qu'une faible détérioration des indices de la qualité de l'air extérieur, ici on parle des particules fines, on y reviendra plus loin, c'est directement associé à un plus haut risque de mortalité prématurée. On peut donc s'attendre qu'à ce qu'une personne atteinte de MPOC, vivant dans un environnement intérieur où l'air est pollué de façon similaire, que ce soit par des poussières, des produits chimiques d'entretien, par exemple, un poêle à bois, risque de voir ces symptômes s'aggraver de manière significative. Il est donc essentiel d'aborder cette question en intégrant des solutions pour améliorer la qualité de cet air intérieur que nous respirons tous les jours. C'est vrai qu'on connaît bien que la fumée de cigarette a des effets néfastes. Il faut reconnaître qu'il y a de nombreuses autres sources de pollution intérieure en plus de la fumée de cigarette et qu'elles sont souvent sous-estimées. Ces polluants sont parfois plus insidieux, sont parfois même invisibles et ils peuvent rester cachés ou piégés dans nos espaces intérieurs et continuer de nous impacter à plus long terme si aucune action n'est prise. Et c'est ça qu'on va explorer un peu plus dans les prochaines minutes. Les statistiques sont frappantes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, chaque année, entre 7 et 8 millions de personnes décèdent prématurément. Et c'est attribué directement à la pollution de l'air. Évidemment, c'est divisé en deux grandes portions. La première, c'est à peu près 4,2 millions de décès qui viennent directement de la pollution extérieure. On parle ici des oxydes d'azote ou des particules fines qui sont émis par les véhicules, les procédés industriels. Mais il y a aussi 3,8 millions, c'est presque aussi important, qui sont des décès prématurés dus à la pollution intérieure. C'est lié à l'utilisation des combustibles, que ce soit le bois, le charbon, le gaz, pour la cuisson, le chauffage et plein d'autres choses. Au Québec, on n'est pas épargné. L'estimation ici est de l'ordre de 4000 décès par année prématurés dus à la pollution de l'air de façon générale. Les données ne sont pas séparées ici au Québec. Tout ça est directement ou indirectement lié à des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires chroniques, comme la MPOC, évidemment, ou l'asthme, des infections respiratoires aiguës, des cancers particuliers, le cancer du poumon, comme tu as raison. Et bien entendu, même si l'air extérieur ou la pollution atmosphérique est en tête de liste, on le voit sur les chiffres de l'OMS, il reste pas moins que la pollution intérieure est du même ordre de grandeur en termes d'impact et aussi importante. Et c'est encore plus vrai dans les régions urbaines où la qualité de l'air est souvent plus mauvaise à cause de la concentration, par exemple, des véhicules ou des procédés industriels de la combustion de façon générale. Et puis, cette concentration de polluants peut aussi faire son chemin à l'intérieur des bâtiments. Donc, on va aussi regarder cet aspect-là. Prochaine minute. Je l'ai dit, on passe plus de 90% de notre temps à l'extérieur, à l'intérieur, pardon. Il y a quelques années, c'était 80%, mais on s'en va vers une augmentation, donc plus proche de 90%. Et si l'air est de mauvaise qualité à l'intérieur, les conséquences sur notre santé peuvent non seulement avoir un impact direct sur nous, instantané, mais aussi s'accumuler et devenir encore plus grave avec le temps. Et comme je mentionné, c'est particulièrement vrai pour les gens qui souffrent de maladies respiratoires, mais aussi pour les enfants, de façon générale, pour les personnes âgées, pour les personnes sensibles aux allergènes. En fait, c'est pratiquement tout le monde à différents niveaux qui est impacté, affecté par une mauvaise qualité d'air. Et c'est d'où l'importance que l'air intérieur
que l'intérieur a et que pourquoi on doit la nettoyer, la purifier, la renouveler, comme on emploie dans le jargon, pour garantir notre santé. Euh, le bon côté de ça, c'est qu'il existe des solutions pratiques, comme les purificateurs d'air, les filtres HEPA, la ventilation, une ventilation adéquate, bien entendu, ou l'utilisation de produits naturels. Mais on reviendra à ça tout à l'heure. En premier, je vais aller un petit peu plus loin dans les menaces à cette qualité d'air-là. Ça va nous aider aussi à identifier les solutions possibles. Donc, si on regarde plus attentivement les menaces auxquelles on peut faire face, euh, en fait, il y a de différents ordres des menaces de qualité d'air intérieur, mais on voit clairement qu'il y a nos habitudes, les produits qu'on utilise ont un impact direct, que ce soit nos produits de nettoyage. Il y a quelques exemples à l'écran. Vous voyez la petite bouteille avec le liquide bleu. NH3, si je traduis ça en langage d'ingénieur, c'est de l'ammoniac essentiellement. Et c'est dans énormément de produits d'usage courant. Le NaClO, vous allez l'appeler plutôt l'eau de Javel. L'eau de Javel qui est remplie de chlore. Et puis, quand que ce chlore-là est dégagé, s'en va dans l'air, c'est un irritant, très fort irritant pour les voies respiratoires. Il n'y a pas seulement les produits nettoyants ou le mauvais choix de produits nettoyants, mais il y a aussi nos appareils de chauffage, tout appareil à combustion. Il y a un exemple à l'écran qui est plutôt frappant. On n'a pas tous une tondeuse aussi pire que celle-là, mais tous les produits qui utilisent la combustion génèrent des oxydes d'azote, du monoxyde de carbone, des particules, et ces particules-là sont aussi des menaces à une bonne qualité d'air. Combustion qu'on produit à l'intérieur par la cuisson, par le chauffage, chauffage au bois ou par les foyers, mais aussi par des équipements qui sont à l'extérieur autour de la maison et qui peuvent parfois faire leur entrée. En fait, les gaz qui sont les gaz d'échappement peuvent faire leur entrée à l'intérieur, dépendant des conditions, dépendant de la ventilation qu'on utilise. Il y a aussi d'autres types de polluants qu'on va retrouver dans les meubles et dans d'autres matériaux, dans les peintures, comme les formaldéhydes, qui sont très nocifs, particulièrement les meubles neufs ou les produits récents avec des colles récentes vont émettre plus encore de formaldéhyde que les meubles plus anciens. Et puis, ces formaldéhydes-là sont aussi vont en fait émettre des gaz qui vont avoir des effets nocifs sur notre santé, sur notre voie respiratoire. Même chose au niveau des moisissures. Donc, le contrôle de l'humidité à l'intérieur de notre maison, notre habitation, notre milieu de travail est important. Un mauvais niveau de taux d'humidité va favoriser la croissance des moisissures et puis l'émission et tous les de sport et autres qui vont nous causer différents effets. Donc, vous voyez qu'il y a une série de menaces importantes et je n'ai pas terminé. C'est ma première partie. La deuxième série de menaces qui ne sont pas directement générées proches de nos environnements intérieurs ou de la maison ou du milieu de travail, c'est l'environnement extérieur lui-même. On l'a vu dans les 2 dernières années, en 2023 et même cet été, les feux de forêt qui se produisent à des centaines de kilomètres, voire plus loin, peuvent avoir un impact sur la qualité d'air locale dans nos communautés, dans nos maisons. Même chose pour les procédés industriels ou les concentrations de véhicules automobiles qui émettent, avec la combustion interne, énormément de gaz de différents types nocifs, que ce soit les NOx, là, les oxydes d'azote, comme sont mentionnés sur la page présentement, mais aussi beaucoup de particules fines. Ces particules fines-là font leur chemin, comme j'expliquais, sur des centaines de kilomètres et viennent nous rejoindre dans nos villes et parfois jusqu'à l'intérieur si on n'a pas protégé nos maisons adéquatement. Troisième type de menace, c'est des menaces de type, en fait, maladies transmises par voie aérienne, donc les maladies qui sont causées par des virus ou des bactéries, qui peuvent être transportées par des petites gouttelettes qu'on appelle généralement les aérosols, des micro-gouttelettes de l'ordre du micron, donc du micromètre. La grippe est un bon exemple de ça, l'influenza, en fait, qui est transportée de cette façon-là. Le rhume, la COVID-19, dont on a tellement parlé dans les dernières années pour des bonnes raisons, et puis des bactéries aussi, comme celles qui sont liées à la tuberculose ou à la légionellose, sont aussi transportées par voie aérienne. Donc, une mauvaise qualité d'air, mauvais contrôle de la qualité d'air à l'intérieur va donner plus de place à ces aérosols qui transportent une charge virale
ou des bactéries, de se rendre jusqu'à nos voies respiratoires. Et ces petits aérosols, qui sont comme des très petites gouttelettes, sont capables d'aller très loin dans le système respiratoire et donc d'avoir des impacts importants sur notre santé. Ces impacts-là sont de différentes natures. Définitivement, il y a des impacts directs au niveau du système respiratoire, de la santé respiratoire de façon générale. Et évidemment, les gens qui sont impliqués qui sont sujets au MPOC ou aux autres maladies respiratoires, vous connaissez ces symptômes-là. Et puis, la qualité d'air, une mauvaise qualité d'air, là, va exacerber tout ça. Donc, ça rend très difficile la gestion, encore plus difficile, en fait, la gestion de ces maladies-là. Mais il y a aussi d'autres impacts. Il y a de plus en plus d'études qui le démontrent. On parle maintenant d'études qui démontrent qu'il y a une association entre les mortalités prématurées et une mauvaise qualité d'air. Le système immunitaire est aussi impacté par une mauvaise qualité d'air, une augmentation des crises cardiaques et des AVC qui sont observés dans les épisodes de très forte mauvaise qualité d'air, qui s'est rapporté année après année. Il y a aussi des impacts sur les fonctions cognitives, sur les troubles métaboliques, sur même des naissances prématurées, des bébés avec des plus petits poids. La liste d'impacts qui sont étudiés et reconnus de plus en plus augmente d'année en année. Donc, on voit très bien que la qualité d'air est un enjeu à beaucoup de niveaux. C'est la partie plus difficile, mais la bonne nouvelle, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure, il y a des solutions, il y a des recommandations pratiques, simples dans plusieurs cas, qu'on peut mettre en place pour réduire les impacts d'une mauvaise qualité d'air. J'ai souligné rapidement les purificateurs d'air HEPA. Ici, HEPA est en fait l'acronyme anglais pour High Efficiency Particulate Air Filter. Ce sont des filtres à haute performance. Pourquoi on parle de haute performance? C'est qu'ils sont capables de capter une très grande proportion des microparticules, donc que ce soit des aérosols, que je mentionnais tout à l'heure, ou des particules fines PM2.5. Je n'ai pas défini tout à l'heure le PM2.5, mais des particules de 2,5 microns et moins, si vous préférez. C'est ces particules-là et les aérosols de l'ordre du micron qui peuvent se rendre très loin dans le voie respiratoire. Donc, ces purificateurs d'air HEPA, donc vraiment important d'avoir cette certification HEPA, sont capables de capter plus de 99% essentiellement de ces particules-là ou de ces petits aérosols. La ventilation est aussi une solution. Pas n'importe quelle ventilation, je vais rentrer un peu donner un peu plus de détails dans une minute, mais c'est une ventilation qui doit être purifiée. Donc, elle doit être filtrée, un peu comme le purificateur d'air capte dans un environnement les particules et les aérosols. Bon, un système de ventilation doit aussi être équipé de filtres qui vont être capables de capter ces contaminants-là, ces particules-là. Une autre solution qui est assez simple, c'est dans le choix des produits qu'on va utiliser. Que ce soit nos produits domestiques pour le nettoyage que je mentionnais tout à l'heure, que ce soit même l'achat de meubles qu'on va faire en essayant de trouver des meubles qui n'ont pas une émission, en fait, qui sont pas basés sur des cols qui contiennent des formaldéhydes, par exemple, ou des produits domestiques comme ceux que je mentionnais tout à l'heure. Donc, réduire les produits qui contiennent de l'ammoniac, réduire l'utilisation de l'eau de javel, surtout mélangée avec d'autres produits parce qu'ils peuvent entrer en réaction et là, ça génère encore plus de gaz irritants, voire toxiques dans certains cas. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est le maintien d'un taux d'humidité adéquat. C'est quoi adéquat? C'est entre 30 et 50. En deçà de 30 on se retrouve dans une zone qui va être où ça va être trop sec. Et puis là, c'est nos voies respiratoires qui vont en souffrir. Au-delà de 50 on met un environnement en place pour qu'il y ait des moisissures qui se développent. Et en fait, on va provoquer d'autres risques ou ajouter aux risques plutôt que de les minimiser. Donc, on va travailler à rester dans cette fourchette-là de 30 à 50 autant que possible. Cinquième recommandation qu'on peut faire, c'est d'avoir un bon monitoring et prendre les précautions en conséquence. Monitoring ici, en termes de capter ou mesurer ce qui se passe dans notre environnement. On peut avoir un capteur de CO2, par exemple, qui va nous indiquer que la ventilation n'est pas suffisante dans l'espace en question. C'est un indicateur, c'est pas une mesure directe de la qualité d'air, on s'entend, mais il va nous indiquer que si on n'est pas capable d'éliminer le CO2, qu'il y a une accumulation de CO2 dans une pièce,
cette pièce-là, elle ne reçoit pas un apport d'air neuf suffisant. Il y a aussi un monitoring qui peut être fait à partir d'outils extérieurs. Vous savez, il y a toutes sortes de sites. Je vais je l'ai montré rapidement dans une des acétates précédentes, mais il y a des sites du gouvernement du Canada, des sites du gouvernement du Québec et aussi certaines organisations privées, mais qui ont des sites publics comme IQ Air, qui vont donner dans chaque région, essentiellement les principales régions au Québec, au Canada, le niveau de qualité d'air, que ce soit en utilisant la cote ou l'indice de qualité d'air, ou que ce soit en donnant le niveau de particules fines, dans certains cas, présent dans une région. Donc, vous avez la capacité de savoir si la qualité d'air extérieur est adéquate ou si elle est dans la zone à risque et prendre les précautions en conséquence. Euh, je parlais de la ventilation, je mentionnais qu'on allait aller un petit peu plus loin. En termes de ventilation, la clé essentiellement, c'est de ventiler régulièrement en ayant aussi une bonne filtration de l'air qu'on fait entrer à l'intérieur du bâtiment, que ce soit notre maison ou que ce soit notre milieu de travail. Il faut que cet air-là soit filtré. Il y a des filtres, il y a des échangeurs d'air pour l'application de maison, comme ceux qu'on voit à l'écran, qui vont prendre de l'air extérieur, la faire entrer à l'intérieur, et qui vont évacuer l'air vicié de l'extérieur. Il doit y avoir des filtres à l'intérieur de ces équipements-là, et ces filtres-là doivent avoir un niveau d'efficacité important, de façon à ce que les filtres captent les particules dont je parlais tout à l'heure. Donc, que ce soit des filtres HEPA, certains modèles contiennent des filtres HEPA, ou que ce soit des systèmes commerciaux qui vont utiliser des filtres qu'on appelle MERV, qui sont, en fait, c'est un acronyme différent, mais qui signifie la même chose de haute performance, c'est-à-dire qui captent les petites particules et les aérosols. Donc, à partir du moment où cette ventilation a les filtres appropriés, elle va être en mesure de faire le, le- le travail adéquatement. On a aussi la question de l'ouverture des fenêtres que je voulais aborder rapidement un peu. L'ouverture des fenêtres est une option, une solution temporaire qui permet parfois de faire entrer l'air à l'intérieur de bâtiments, donc de l'air qu'on espère propre. Donc, dans les épisodes de pollution extérieure intense, feux de forêt dont je mentionnais tantôt, ou pollution urbaine importante, c'est pas la solution. Donc, on ne doit pas ouvrir les fenêtres durant ces épisodes-là. Mais par contre, dans d'autres périodes, ou quand on a une habitation ou un milieu de travail à l'extérieur des régions ou dans les périodes où l'air est propre, on peut se permettre d'ouvrir les fenêtres. Mais c'est pas une solution complète en soi. Vous avez tous été dans une pièce l'été, en plein été, où il faisait très chaud, il y avait une fenêtre d'ouverte, mais il y avait malgré tout aucune circulation de l'air. C'est qu'il y a beaucoup d'autres paramètres en jeu quand on ouvre une fenêtre. Il faut qu'il y ait une direction de vent qui puisse avoir accès à la pièce en question, donc une bonne orientation de la fenêtre par rapport au vent. Idéalement, il faut avoir, comme vous le voyez à l'écran, une circulation croisée à l'intérieur de la pièce. Donc, si vous avez une pièce avec des fenêtres de chaque côté, on peut se permettre cette circulation croisée-là. L'air va passer d'un côté à l'autre côté. Mais s'il n'y a qu'une seule façade qui a accès à une fenêtre, c'est déjà plus difficile de provoquer la circulation. Et il y a plusieurs autres considérations. Donc, mon point ici, c'est plus de dire qu'on peut, à l'occasion, utiliser la fenêtre comme dernier recours, l'ouverture des fenêtres, mais ce n'est pas une solution à long terme. On doit, en fait, autant que possible, envisager la ventilation. Il y a plein d'études et de rapports qui confirment. Je mentionnais le CO2 tout à l'heure. Si on utilise le CO2 comme indicateur, il y a plusieurs études qui le montrent. À partir du moment où on est capable de maintenir à 800 parties par million de CO2, et moins. Idéalement, le plus bas. Il y a des études qui parlent de 500 ppm, comme vous le voyez à l'écran aussi. Donc, 800 ppm est mieux. On peut considérer que la ventilation, donc le renouvellement de l'air dans la pièce, est approprié. Quand on dépasse ça, et particulièrement quand on atteint des zones dans les 1500 et plus, là, c'est particulièrement notable. Là, on est dans une zone où la pièce qu'on occupe où on mesure notre CO2, n'est pas ventilée adéquatement. Donc, on parle même de mauvaise ventilation dans ces situations-là. Et donc, la qualité d'air, par ricochet, sera mauvaise aussi. Fort risque d'être mauvaise aussi. OK. Bon, j'essaie de changer. Là.
Faut m'excuser, il y a un petit problème avec le... OK, je l'ai, merci. Désolé pour ce petit inconvénient. Euh, En conclusion, je voulais souligner que en ce qui touche la qualité d'air, ça ne doit pas être considéré comme un luxe. Ce n'est pas un simple luxe ou une considération accessoire. C'est une nécessité, le maintien d'une bonne qualité d'air. C'est une nécessité vitale pour notre bien-être, pour notre santé. C'est particulièrement vrai pour les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques, mais c'est vrai pour tous et chacun. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec des gestes simples, des solutions simples dont j'ai parlé, d'améliorer considérablement la qualité de l'air que nous respirons, que ce soit en adoptant ces habitudes saines à la maison ou en ayant une meilleure, s'assurant d'une bonne ventilation dans nos espaces publics, dans nos lieux de travail, ou même en choisissant d'avoir une filtration de l'air qui est adéquate, EPA ou similaire. Mais aussi, c'est pas seulement que ça, en minimisant l'utilisation de nos combustibles fossiles, soit à l'intérieur, pour la cuisson ou d'autres choses, aussi à l'extérieur, nos moyens de transport, puis en choisissant des produits qui sont plus respectueux de notre santé. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure, et vous en avez plusieurs autres, même type. On choisit des produits qui vont avoir moins d'impact, que ce soit des produits nettoyants ou autres, qui vont avoir moins d'impact sur notre santé. C'est un élément majeur. La nôtre, mais aussi tous ceux qui occupent les mêmes milieux, nos maisons, nos milieux de travail et autres. C'est un, euh, c'est un élément où, de la qualité de l'air où chaque geste compte. On peut faire une différence pour tous respirer un air plus pur, mais il faut le faire dès maintenant. On accumule cette mauvaise qualité de l'air de la même façon qu'on accumule les effets de la cigarette en fumant tous les jours. C'est la même chose avec une mauvaise qualité d'air. Puis la santé, ça commence par des éléments simples et fondamentaux. Puis un des éléments fondamentaux de la santé, c'est l'air. On doit le considérer comme tel. Respirer un air plus pur, c'est directement associé à une meilleure qualité de vie, mais aussi une meilleure chance au niveau de notre santé. Donc, en prenant des décisions éclairées, on peut protéger non seulement notre santé, comme je viens de le mentionner, mais aussi préparer et aider celle des gens qui sont nos proches, qui sont dans nos communautés, nos collègues de travail. Ça fait que je vous invite donc tous à réfléchir à votre environnement intérieur quotidien, à voir comment chacun d'entre vous pouvez participer à améliorer la qualité de l'air intérieur et celle de vos proches, celle de vos collègues. Puis je crois que c'est même une responsabilité collective d'y voir. Donc, je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Franchement, très belle présentation. Ça va nous aider beaucoup avec notre site Internet. Vous avez répondu à énormément de questions, mais nous avons quand même d'autres questions à vous poser. La première, depuis la pandémie, le télétravail est plus fréquent, bien entendu. On parle aussi plus souvent du radon. Comment cela affecte-t-il la qualité d'air des maisons et la santé pulmonaire? Oui, le radon, c'est un gaz très nocif. C'est un autre exemple de l'environnement extérieur qui entre à l'intérieur des habitations, des maisons, en fait, des bureaux, des commerces. Et oui, il y a un impact. Et puis pour résoudre cette problématique-là du radon, qui a des impacts différents, mais de même importance, il faut aussi évacuer ce contaminant-là. Donc les solutions qui permettent d'évacuer les particules fines, d'évacuer les contaminants, les autres produits chimiques peuvent aussi servir à évacuer le radon. Donc, si on a une meilleure ventilation, si on a une bonne filtration, on peut capter et sortir de notre environnement intérieur le radon comme d'autres effets nocifs qui sont présents. Autre question, on entend beaucoup parler, il y a des chercheurs qui nous parlent énormément des nouvelles normes éco-énergétiques, donc qui rendent nos maisons beaucoup plus étanches par rapport à la qualité de l'air intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que d'avoir une meilleure efficacité énergétique de nos maisons, de nos environnements, c'est une bonne chose, mais il faut pas le faire au détriment de la qualité de l'air. Donc, quand on rend nos maisons plus étanches pour éviter qu'il y ait des infiltrations qui vont faire augmenter notre facture de chauffage et de climatisation en été, il faut s'assurer qu'on a un apport d'air neuf, propre, qui va se faire dans la maison, dans l'habitation, avec un niveau suffisant et ça doit se faire
de la façon dont je l'expliquais, avec une bonne filtration. Ça va nous permettre d'avoir non seulement une bonne efficacité énergétique, mais aussi une bonne qualité de l'air. Il faut ne pas voir que ces deux éléments en concurrence, ces deux éléments importants qui doivent être réalisés. Donc, une bonne efficacité énergétique et une bonne qualité de l'air. Eh bien, ici se terminent les questions. Si nous recevons d'autres questions, naturellement, comme toujours, on va vous les envoyer et nous enverrons les réponses à toute la population aussi qui nous auront posé des questions. Merci encore pour votre présentation et à très bientôt. Est-ce que vous me permettez d'ajouter une dernière chose? D'abord, de remercier Stéphane Bilodeau pour l'excellence de sa présentation et ajouter qu'il ne faut pas oublier que une bonne partie de la morbidité, de la mortalité qui touche les gens qui ont des problèmes de maladies pulmonaires chroniques vient des infections respiratoires en temps dans les mois les plus problématiques, à l'automne, à l'hiver. Et je vous ramène à quelques diapositives, une en particulier où M. Bilodeau insistait sur l'importance d'éviter ces infections, notamment à travers, oui, une bonne filtration de l'air, une bonne qualité de l'air à l'intérieur, mais aussi le port de masque lorsque nous sommes exposés à des personnes qui peuvent transmettre des maladies respiratoires. On a pris cette bonne habitude durant la pandémie. On sait maintenant que le port de ces masques est aussi efficace. Dans d'autres circonstances, il n'y a pas que la COVID, il y a tous les autres virus respiratoires qui peuvent causer des problèmes. Et donc, chaque fois que dans notre maisonnée, dans nos contacts avec l'extérieur, avec les personnes, on pense être en présence de personnes qui pourraient être malades, notamment pour ceux qui sont en présence de jeunes en bas âge qui fréquentent les garderies, les milieux scolaires, le port du masque peut devenir un outil important pour assurer une bonne qualité de l'air. Oui, c'est ce qu'on fait ici à l'association, puisque nous faisons de la réadaptation, alors on protège les patients qui viennent chez nous. Vous avez Merci beaucoup. Vous avez vraiment raison. Merci encore une fois, Dr. Kadir.